Eh bien, bonsoir à toutes et tous, les camarades. Évidemment, beaucoup de plaisir à se retrouver toutes et tous ensemble à cette école d'été. Alors, l'an dernier, j'ai eu le plaisir voilà, d'introduire une formation sur les relations consanguines entre le système capitalisme, le militarisme et les guerres. Et le constat, il était sans appel, puisqu'on avait dénombré une quarantaine de pays qui étaient touchés par la guerre sur leur sol. Alors soit des guerres entre pays voisins, soit des guerres civiles. Et on n'avait décompté aucun jour sans guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vais apporter aucune bonne nouvelle à ce sujet ce soir. On peut même dire que la situation, elle a empiré. On l'a vu ce matin avec la discussion qu'Armel a introduite avec le topo sur la Palestine et la guerre à Gaza, parce que depuis le 7 octobre, c'est des bombardements quasi quotidiens qui s'abattent sur le peuple palestinien à Gaza. C'est des massacres aussi en Cisjordanie qui continuent. Et c'est un génocide, comme on en a connu d'autres dans le passé, qui se déroule sous nos yeux avec la complicité des grandes puissances capitalistes, dont notre propre bourgeoisie en France. À l'exception de l'Ukraine et de la Colombie, toutes ces guerres, dans la quarantaine de guerres, se déroulent sur le sol africain ou sur le sol asiatique, c'est-à-dire sur les deux continents les plus pauvres de la planète. Et ça, évidemment, ce n'est pas un hasard. Alors, je vais prendre l'exemple d'une guerre qui dure depuis plus de 30 ans. Hier, le gouvernement de l'Angola a annoncé un accord de cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord de cessez-le-feu, il doit prendre théoriquement effet à la fin de la semaine, là, dimanche 4 août. À la suite d'une trêve humanitaire, qui d'ailleurs n'a pas été totalement respectée, parce qu'il y a quand même eu, depuis 15 jours, une dizaine de morts. Alors c'est rien, la dizaine de morts. Je ne vais pas paraître cynique en disant ça, mais en vrai, on a déjà une guerre qui dure depuis 30 ans, qui s'est accélérée de nouveau depuis l'année 2021, qui se déroule en fait dans l'est du Congo, de la République démocratique du Congo. Vous avez des forces armées qui sont soutenues essentiellement par le Rwanda, pays voisin, qui s'affrontent dans un territoire immense qu'on appelle le Nord Kivu. Et depuis donc la fin de l'année 2021, vous avez une immense surface qui est sous le contrôle de ces rebelles dits du M23, 23 mars. En fait, c'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans, dans un quasi-silence général à l'échelle internationale. Les chiffres font froid dans le dos, à l'image de ce système capitaliste qui fait souvent froid dans le dos. C'est entre 6,5 millions à 10 millions de personnes qui ont été tuées. C'est un génocide, en fait, ça s'appelle. Et on parle d'une centaine de milliers de réfugiés par année, c'est-à-dire on est aux alentours de 5 à 6 millions de réfugiés de l'autre côté, en fait, des frontières. Alors, le Nord Kivu, c'est quoi? En fait, c'est un territoire qui est situé à 3000 km de la capitale, de Kinshasa, du Congo. Il y a à peu près 200 bandes armées qui s'affrontent sur ce territoire. La plus importante d'entre elles, donc, comme je l'ai dit, est soutenue par le gouvernement rwandais. Mais il y en a d'autres qui sont soutenues par le gouvernement du Burundi, par l'Ouganda. C'est des milices, des chefs de guerre. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces milices? Eh bien, elles vivent en fait du racket de petits paysans qui coupent du bois précieux, qu'on retrouve ensuite dans un certain nombre de meubles que s'achètent des gens très riches sur la planète. Mais surtout, ces milices, elles exploitent ce qu'on appelle les creuseurs de minerais. Parce que dans le Nord Kivu, vous avez en fait un minerai qui s'appelle le coltan, qui permet de fabriquer ensuite le tantal, qui va rentrer dans la fabrication de plein de produits
très 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 lucratifs, comme voilà, des produits pour les téléphones portables, pour l'aérospatiale. Vous avez aussi des gisements d'étain, vous avez des gisements de tungstène. Et en fait, cette extraction du coltan, c'est surtout ça, en fait, parce que c'est l'essentiel des réserves mondiales de coltan. C'est une extraction qui se fait à l'ancienne, vous voyez, c'est-à-dire c'est des mineurs, ils ont une barre à mine, ils ont une bêche, une pioche, et on leur demande de taper le plus fort possible dans la roche jusqu'à épuisement pour extraire ce coltan. Ça demande quasiment aucun investissement, vous voyez, comme on entend parler parfois, les investissements capitalistes, en fait, une pioche, une bêche, une barre à mine, et surtout de l'énergie humaine, de la force musculaire. Les sociétés qui gèrent ces concessions, franchement, si vous cherchez dans le détail, c'est des myriades, ça change souvent. En fait, il est extrêmement difficile de suivre qui sont vraiment en fait, les propriétaires de ces gisements, de ces minerais, tout comme les compagnies en fait, qui exportent ensuite ce minerai extrait. Alors, ça passe par le Rwanda, ça passe par le Burundi, ça passe par l'Ouganda, d'où la présence en fait physique ou indirecte de ces pays dans le Nord Kivu. Bon, par contre, vous avez quand même des têtes de pont dans tout ça. Vous avez notamment la plus grosse compagnie qui s'appelle donc la CDMC. Alors elle est un peu identifiée. Elle est possédée par un homme d'affaires britannique qui s'appelle John Crowley. Et lui, il est en affaires avec un courtier suisse qui s'appelle Chris Huber. Ces minerais, ils voyagent de différentes façons, par pirogue, par petits avions. C'est-à-dire que voilà, les gens vous voyez, sont dans l'incapacité d'avoir la moindre piste carrossable pour aller chercher à manger ou des médicaments. Mais par contre, voilà, il y a des petits avions qui décollent en permanence pour aller livrer. Et ça part vers les grands ports de l'Afrique, de la côte est de l'Afrique, comme Dar es Salaam en Tanzanie. Et ensuite, ça part dans les fonderies en Thaïlande, en Malaisie, en Chine. Et ensuite, ça se retrouve évidemment dans les chaînes de production et de fabrication des grandes multinationales, de l'armement, en Amérique du Nord, en Europe, au Japon, sur les chaînes de production d'Apple, d'Intel, de Samsung, de Motorola, de Thales et de Dassault. Cette guerre et ce génocide en cours au Congo, comme toutes les autres guerres, comme tous les autres massacres qui ont lieu en Afrique ces dernières décennies, avec leur cortège d'exactions, de viols, de mutilations sexuelles, de déplacements forcés de millions de gens, eh bien, en fait, ils ont des responsables. Ils ont une histoire, mais surtout, ils ont des responsables qu'on peut évidemment bien identifier. Ce sont nos responsables, ce sont nos dirigeants, ce sont ceux des grandes puissances impérialistes. Et après, ils ont évidemment l'impudeur, parce que ces gens-là sont nés avant la honte, comme Macron qui en 2023 dit quoi? Il dit « Ah, c'est une malédiction africaine » ou bien « c'est un mal congolais ». Et il fait la leçon aux dirigeants de Kinshasa en leur disant en mars 2023 « Vous n'avez pas été capable de restaurer votre souveraineté ni militaire ni sécuritaire, il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur ». Alors ces déclarations mensongères, évidemment, mais surtout cyniques, elles visent évidemment à masquer la responsabilité des grandes puissances, la responsabilité de nos propres dirigeants, et en premier lieu la France, parce que la France-Afrique, évidemment, ça a une histoire pour nous, c'est écrite dans le sang depuis plusieurs siècles, mais surtout, aujourd'hui, ça profite à une poignée de dirigeants capitalistes très riches, de multinationales, qui arrosent leurs produits du monde, dans le monde entier. Plus que jamais, mais affirmons vraiment que nous n'avons rien à voir avec ces intérêts capitalistes qui font du sang des peuples des fontaines à profit. Nous ne sommes pas responsables de ces guerres, nous les dénonçons et nous pensons évidemment que ni les casques bleus de l'ONU, ni les soldats français ou de n'importe quelle force d'intervention européenne protègent les populations. Non, ils protègent quoi? Ils protègent les approvisionnements en matières premières, ils protègent les circuits d'évacuation de ces matières premières, et puis bien sûr, ils protègent les dictateurs ou bien les chefs de guerre qui servent de sous-traitants en fait à ces basses œuvres. Alors oui, plus que jamais, et franchement, nous sommes parfois peu nombreux à le dire, troupes françaises, troupes impérialistes,
hors d'Afrique, mercenaires de toutes les nationalités, hors d'Afrique et hors du Moyen-Orient. Alors, en Europe, il y a une guerre essentielle aujourd'hui qui, évidemment, occupe notre attention, c'est la guerre en Ukraine. Alors, la phase actuelle de la guerre en Ukraine, parce que depuis février 2022, en fait, c'est une phase récente de la guerre en Ukraine qui a commencé bien avant, en vrai, qui a commencé en 2014. C'est une guerre qui s'enfonce, en fait, dans la durée, qui fait monter des deux côtés les compteurs des morts, des blessés, des disparus, à des niveaux en fait inégalés depuis des décennies en Europe. Alors c'est très difficile d'avoir les chiffres exacts de ce bilan mortifère. Il y a un blackout des deux côtés. Chaque camp organise ce blackout. C'est une guerre qui se déroule sur un front de 1200 km, du nord au sud, deux pays frontaliers qui sont très grands. C'est les deux pays plus grands d'Europe, bon, la Russie, mais juste derrière l'Ukraine. Voilà, donc 1200 km de front. C'est une guerre qui se déroule essentiellement par voie aérienne d'abord. Alors, vous avez voilà, des drones, vous avez des bombardements. Ça tue essentiellement voilà, des populations civiles. Tous les jours, quasiment, vous avez des morts et des blessés. Et puis c'est une guerre qu'on peut qualifier aujourd'hui de guerre de tranchées. Vous voyez, un peu à l'ancienne, avec des soldats qui sont enterrés dans des positions. Alors ça avance, ça recule. On a des grandes opérations, soi-disant, entre guillemets, décisives. Mais en vrai, c'est pas tellement décisif. Mais surtout, ça dure et ça permet d'alimenter la guerre. Et là, évidemment, ce sont des soldats plutôt qui meurent dans ces combats. Alors là aussi, les chiffres, ils peuvent donner un petit peu froid dans le dos. Du côté russe, la fourchette est très vaste. C'est entre 150 000 et 500 000 morts ou blessés. C'est déjà un bilan qui est 10 fois supérieur en fait aux 10 années qu'avait mené par exemple l'URSS en son temps en Afghanistan. En même temps, et c'est là tout le cynisme quand même de ces dirigeants impérialistes qui mènent des guerres, ce chiffre il est considéré un peu comme dérisoire par Poutine ou les dirigeants russes. Alors eux, ils les rapportent aux 145 millions d'habitants de la Russie. Et Poutine dit, bon, en Russie, en fait, il y a déjà 1,8 million de morts par an en moyenne dans ce pays. D'ailleurs, avec une surmortalité liée à l'effondrement économique de ce pays et aux conditions de vie extrêmement dégradées de la population. Mais vous voyez bien que, en fait, ils estiment avoir affaire à une réserve sans fin de chair à canon. Alors on va aller chercher très loin, de plus en plus, dans toutes les contrées lointaines, très loin de Moscou, des villes occidentales de la Russie. On va aller chercher voilà, dans le Caucase, on va aller chercher en Sibérie. Et tout le monde a dû voir les témoignages de ces jeunes Russes qui refusent parfois d'aller faire la guerre ou de s'enrôler de force, évidemment, parce que l'armée recrute de force sous l'uniforme. Eh bien, pour eux, évidemment, c'est les mauvais traitements, c'est la prison, et parfois, évidemment, avec le régime de Poutine, c'est la mort. Refuser d'aller faire la guerre aujourd'hui au service de Poutine, c'est risquer sa vie. C'est soit aller se faire tuer sur le front ukrainien, soit se faire tuer par la police ou l'armée russe directement. Il y a quand même entre 800 000 à 1 million de Russes qui ont fui le pays depuis l'offensive de 2022. Et ce sont essentiellement ce qu'on appelle des cerveaux, avec des guillemets, c'est-à-dire des gens diplômés qui ont eu les moyens de s'enfuir. Mais ça saigne aussi évidemment le pays d'une autre manière. Alors du côté ukrainien, même blackout, mais on est probablement entre 30 000 et 70 000 morts, et peut-être jusqu'à 120 000 si on compte les blessés ou les disparus, et du côté des civils, entre 30 et 40 000 morts. Mais surtout, on considère aussi la fuite en fait des Ukrainiens. Le pays, en 2 ans, à peu près 2 ans et quelques, 2 ans, 3 mois, il est passé de 41 millions d'habitants à 34 millions d'habitants. Alors évidemment, il y a les dizaines de milliers, les centaines de milliers de morts, mais il y a surtout les 6 millions en fait, de personnes qui ont fui le pays, qui sont réfugiées aujourd'hui essentiellement alors, en Europe, une grosse partie en Allemagne. Et parmi ces réfugiés, de l'autre côté des frontières, c'est 80% de femmes.
On sait qu'aujourd'hui, le gouvernement ukrainien, il a de plus en plus de mal, d'ailleurs lui aussi, à recruter, à enrôler. On a vu ces vidéos de jeunes se faisant enlever dans les rues pour être enrôlés dans l'armée ukrainienne. Et en avril dernier, le gouvernement ukrainien, il a été obligé de faire voter une loi qui a en fait augmenté je dirais les chances de pouvoir recruter parce qu'il n'y arrivait plus de manière disons spontanée. C'est-à-dire qu'il a abaissé l'âge de recrutement dans l'armée de 27 à 25 ans. Et tous les hommes qui ont fui, qui se trouvent à l'étranger, en fait, se trouvent privés de leur passeport, de leur papier ukrainien, et sont d'une certaine manière condamnés à errer de l'autre côté des frontières sans pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Et il y avait eu une promesse du gouvernement ukrainien de démobiliser les soldats au bout de 3 ans de guerre. Et là encore, le gouvernement de Zelensky est revenu sur cette promesse. Du côté des destructions, alors c'est comme toutes les guerres, c'est un désastre évidemment, c'est des bâtiments détruits, c'est des habitations, c'est des infrastructures, c'est les réserves d'eau potable. On estime à peu près à 9% du parc immobilier du pays qui a été détruit. Certaines villes de l'Est comme Mariupol sont détruites à 90%. Et on flippe tous un peu quand même quand on voit la manière dont la centrale nucléaire de Zaporijjia a été bombardée plusieurs fois, qu'elle se trouve sous le contrôle des Russes, avec tout ce que ça signifie comme enjeu et comme risque en fait, de catastrophe nucléaire potentielle. Mais évidemment, pour les capitalistes, c'est un enjeu en fait, ces destructions de reconstruction. Il y a une conférence au mois de juin qui a évalué les besoins de reconstruction de l'Ukraine à peu près 500 milliards d'euros. Vous voyez, ça fait beaucoup de profits en perspective pour les capitalistes du bâtiment, des transports et de l'infrastructure d'une manière générale. Aujourd'hui, évidemment, la population ukrainienne voit ses conditions de vie considérablement dégradées. Ça avait déjà bien démarré avant la guerre. Aujourd'hui, on considère que la dette ukrainienne représente 100% de son produit intérieur brut. Et d'ailleurs, les créanciers de l'Ukraine, qui sont tous des pays capitalistes engagés dans le soutien à l'Ukraine, la défense de l'Ukraine, etc. Aujourd'hui, 1er août, c'est la fin du moratoire qui avait été donné à l'Ukraine de 2 ans pour lui permettre d'étaler en fait son remboursement de la dette. Et elle doit rembourser à peu près dès demain. Si on pense que les capitalistes généralement n'aiment pas trop en fait qu'on les rembourse pas, dès demain 20 milliards de dollars, dont 20% sont quand même détenus par des groupes privés, dont le célèbre BlackRock. Vous vous souvenez sans doute, on a beaucoup parlé, fonds de pension américain, mais on a aussi comme deuxième créancier privé une filiale du Crédit Lyonnais, de chez nous, comme on dit, c'est pas vraiment le bon sens, mais c'est le bon sens capitaliste avec sa filiale Amundi. Alors c'est un pays qui consacre plus de 20% en fait, de ses richesses depuis 2022 aux dépenses de la guerre. Ça a été multiplié par 5 depuis l'invasion de la Russie. Et aujourd'hui, évidemment, les organisations monétaires internationales, les créanciers, les banquiers vont exiger le paiement de ces créances. Et ça va vouloir dire, bien sûr, encore plus de sacrifices pour la population. Cette guerre, en fait, en Ukraine, elle n'est pas prête de se terminer. On peut même dire aujourd'hui, au bout de plus de 2 ans, qu'on sait qu'elle va durer. Et que tout le monde, en fait, parmi les puissants de ce monde, a intérêt à ce qu'elle dure le plus longtemps possible. Alors, il y a les pays producteurs d'armes, évidemment, pour qui la guerre en Ukraine, en fait, mais c'est une aubaine, comme on n'en a pas vu depuis des décennies. Depuis 2022, tous les budgets militaires ont explosé à l'échelle internationale, et notamment, bien sûr, dans les pays capitalistes, les pays impérialistes les plus riches, les plus puissants, les États-Unis en tête, mais aussi évidemment tous les pays de l'OTAN, la France, l'Union européenne, etc. En 2023, on avait déjà atteint des records en 2022, je me souviens des chiffres de l'an dernier, mais en fait on est encore dans le up en 2023. Les dépenses militaires mondiales en 2023 sont élevées à 2443 milliards de dollars. Et ça a été une augmentation de plus de 6% par rapport à 2022. C'est la plus forte augmentation en fait depuis 2009. Alors les États-Unis, c'est un peu comme sur les podiums, souvent il y a des numéros 1 qui écrasent un peu tout le monde. À eux tout seuls, ils ont dépensé 916 milliards, c'est-à-dire 40% du total.
Et c'est vrai que la Chine, bon, qu'on nous représente souvent comme étant un danger public sur l'affaire de l'armement mondial, c'est en fait, voilà, simplement 300 milliards. Vous voyez, donc il y a quand même un énorme écart. Alors la France, quand même, qui n'aime pas trop voyez, apparaître comme étant un petit pays sur le plan de l'armement, ce n'est que 61 milliards. Alors ça fait vriller, 61 milliards, je vais essayer de vous donner un étalon dans le monde réel. Un hôpital de taille moyenne, dans une ville moyenne en France, quand on en construit un, ça coûte entre 180 et 300 millions d'euros. Voilà, donc ça donne à voir en fait ce que la France a dépensé pour ses armes en 2023. Et ça, on le sait, c'est exponentiel. Macron, en 2023, il a fait voter une loi qui s'appelle la loi de programmation militaire sur les 5 années à suivre. C'est 413 milliards d'euros, c'est 40% de plus que la loi de programmation militaire précédente. Et en fait, le truc, c'est de transformer voyez, totalement l'armée française pour qu'elle soit prête à mener des guerres, ce qu'on appelle de haute intensité. D'ailleurs, Macron, il trouve que ce n'est pas encore assez. Le 13 juillet, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de son allocution, là, il a dit peut-être qu'il va falloir augmenter encore un petit peu parce que pour 2024, bon, c'est déjà fait, on a dépensé 3,3 milliards, mais pour 2025, il dit c'est peut-être un peu faible, il faudrait peut-être qu'on monte un peu la dose. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiffres d'affaires de tous les grands groupes, ce qu'on appelle les lobbies militaro-industriels, ont explosé, se sont envolés. Et la France, quand même, est passée numéro 2 en exportateur mondial sur les 5 dernières années, juste derrière les États-Unis. Voilà, alors je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été acheté, commandé. On peut citer les avions Rafale, on peut citer les fameux canons Caesar. Tout ça, ça fait florifier les profits des groupes comme Dassault, comme Nexter. Et on a un ministre de la Défense alors qui est toujours là, même si ce n'est pas un vrai gouvernement, Sébastien Lecornu, qui dit réindustrialisation, modernisation de nos capacités et réarmement de la France. Les premiers résultats sont là. Voilà, ces gens-là, en fait, c'est la traduction concrète de ce que nous disons, nous les révolutionnaires, les communistes, internationalistes. Le capitalisme, c'est la guerre. Et ça, c'est à la grande joie des actionnaires. Alors, ce caractère en fait explosif des dépenses, il est lié à une chose fondamentale. Je terminerai là-dessus. Sur le fait que la guerre en Ukraine, son caractère principal, c'est une guerre de concurrence ou de rivalité inter-impérialiste à l'échelle internationale. Et ça nous dicte notre ligne de conduite. Il faut qu'on soit indépendant de tous les impérialismes qui agissent selon leurs propres intérêts. Et donc, évidemment, en premier lieu, de notre propre État, de notre propre bourgeoisie. Oui, l'ennemi principal est toujours dans notre propre pays. Et pour la guerre en Ukraine, la France est un pays co-belligérant. Elle est dans un camp. Et son intérêt, ce n'est pas la défense du peuple ukrainien, mais c'est celle de ses profits. Et donc, évidemment, nous refusons toute union sacrée derrière le gouvernement Macron. Nous dénonçons l'explosion des dépenses militaires, des budgets militaires. Nous dénonçons évidemment toute la propagande, l'embrigadement, la militarisation des esprits. Et évidemment, nous dénonçons la mise en place du service national universel. Parce que c'est évidemment derrière cette mise au pas de la jeunesse, la préparation à des guerres et évidemment à une autre intensité. Bien sûr, il était impossible pour nous, nous ne l'avons jamais fait et ne le ferons jamais, d'aller manifester aux côtés de ceux qui aujourd'hui répandent le feu et le sang à l'échelle de la planète. On est donc pour la défense, évidemment, de notre propre camp, de son indépendance politique, et nous sommes pour la défaite de tous les impérialismes, y compris celui de l'impérialisme russe. Nous exigeons évidemment le départ des troupes russes du pays, mais nous disons en même temps, bien évidemment, retrait de toutes les troupes impérialistes de l'OTAN, de l'Europe de l'Est et de toute la zone, évidemment, comme nous avons dit tout à l'heure, retrait des troupes françaises d'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, pour terminer, oui, nous vomissons cette guerre en Ukraine, comme on vomit toutes les guerres qui ont lieu actuellement sur la planète. Ces guerres, ce ne sont pas les nôtres. Parce qu'en fait, c'est un système qui les produit de manière intrinsèque. C'est ce capitalisme qui n'est pas notre système. C'est un système qui est au service d'une minorité, qui s'enrichit de toutes les manières possibles et qui s'enrichit y compris avec la guerre.
Et la guerre, c'est une option qui l'écarte de moins en moins. Ça, c'est lié en fait à l'accentuation des rivalités entre les différents impérialismes, entre les différentes bourgeoisies nationales. C'est lié aussi à l'accentuation de sa propre crise interne, de ses propres crises. Et en fait, ça pousse à faire la guerre, ça pousse à produire pour la guerre, ça pousse à détruire et ça pousse ensuite à reconstruire et à redétruire. En fait, les dépenses d'armement, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au système capitaliste. C'est quelque chose en fait qui lui permet à la fois de détruire du capital et ensuite de reconstituer ce capital. Alors comprendre cela, c'est comprendre pourquoi nous ne sommes pas simplement des pacifistes, des gens qui réclamons la paix ou qui voulons le statu quo, il faut arrêter les guerres, etc. Bien sûr, on est de tous seuls, de tous ceux qui sont humainement choqués et je dirais qui ont envie de manifester contre les guerres, mais surtout nous disons que si on veut en finir avec les guerres, si on veut en finir avec le militarisme, si on veut en finir avec ces marchands de canons en fait, qui véhiculent la mort aux quatre coins de la planète, eh bien il va falloir en finir avec le capitalisme. Alors oui, comme on le dit dans nos slogans, comme on dit dans nos manifs, le capitalisme c'est la guerre et la révolution nous coûtera moins cher. Et le capitalisme, c'est la guerre et la révolution. Le capitalisme et la révolution.